Voilà, donc bonjour à tout le monde. On est très content d'accueillir ce soir la directrice générale de l'ONICEP. Alors, pour la présenter, j'ai fait comme les gamins, j'ai cherché sur ChatGPT et on m'a dit que c'était une personnalité talentueuse, polyvalente, conférencière recherchée, donc on a de la chance, personne influente, inspirante dans le domaine du développement personnel et professionnel. Bon, à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, j'ai bien sûr cherché autrement. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant enfin bon, c'est mon point de vue, dans votre formation, c'est cette espèce de double cursus, management international à HEC, doctorat en sciences de gestion HEC, et puis à côté, philosophie, et vous nous dites, la philo, c'est ma langue maternelle, et donc maîtrise et DEA à la Sorbonne et à Nanterre. Voilà. Et puis votre carrière est aussi très évolutive et assez somptueuse. Donc professeur de management à l'ESCP depuis 98, vous avez été doyen. Rectrice de l'Académie de Dijon, il y a du Dijonais dans la salle, et donc et chancelière des universités. Donc vous avez un profil à la fois monde du travail et éducation, ce qui visiblement a poussé à votre nomination en 2019 à la direction de l'ONICEP, direction générale pour laquelle vous avez été renouvelé récemment, il y a un an, et donc jusqu'à août 25. Alors vous dirigez l'ONICEP, si j'ai bien compris, il y a 306 personnes qui forment cet Office national d'information sur les enseignements et les professions. Puis j'ai remarqué aussi en lisant un petit peu que vous aviez un véritable tropisme inclusion, puisque vous avez coordonné la politique d'inclusion et de diversité étudiante à l'École supérieure de commerce Paris-Europe. Et puis, vous faites partie d'un groupe égalité-diversité avec l'association francophone des chercheurs en ressources humaines. Bon, je ne vais pas raconter tous les organismes dont vous êtes membre de conseils scientifiques, conseils d'administration, vous êtes présidente de la Société française du management, et vous avez beaucoup publié. À la fois, au début, c'est former les managers, l'autonomie dans l'entreprise, co-auteur d'un ouvrage qui a eu 7 éditions, Comportements humains et management. Et puis, à partir du moment où vous êtes éducation nationale, avec le volet inclusion, une postface sur un ouvrage sur les SECPA, et puis aussi développer les compétences des enseignants, donc accompagner les carrières des personnels d'éducation. Puis, bien sûr, votre nom est associé à des quantités de publications de l'ONICEP. Et si j'ai bien compris, cette semaine, qui est la semaine des lycées professionnels, vous publiez un dossier sur la réforme de la voie professionnelle. Voilà. Donc, ce soir, c'est programme à venir avec un S, que vous nous expliquerez bien sûr, et avec le paradigme qui est former à un savoir-devenir, accompagner le devenir soi. Donc, c'est un programme qui a été lancé il y a un peu plus d'un an, février 22, par le gouvernement, qui met en avant, bien sûr, la démarche de compétences. Et puis, donc, ça, c'est le sujet, l'objet de cette conférence. Et puis, je voulais aussi vous remercier, avant de vous donner la parole, de vous remercier pour cette liste de ressources extrêmement fournies, structurées et très utile pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation pour les parents, etc., qui insiste sur le problème des stéréotypes de genre et stéréotypes sociaux, qui donne des outils pour l'accompagnement des élèves, mais aussi des parents, et puis qui traite bien des élèves à besoins éducatifs particuliers, puisque c'est un de vos tropismes. Voilà. Donc, cette conférence qui va se dérouler donc, dans un premier temps jusque vers 6h30, on va vous écouter avec fort intérêt. Et puis, à partir de 6h30, on pourra commencer à répondre aux questions. Le chat sert à les déposer. J'imagine que vous pouvez commencer à les déposer vers 6h15. Ce n'est pas la peine de commencer tout de suite. Et donc, Laurent, Alexandra et moi-même reprendrons les questions. Et puis, Madame Alexandre Bailly répondra au fur et à mesure. Et à 19h pile, nous clôturons. Voilà. Je vous donne la parole et vous remercie, bien sûr. Merci beaucoup de cette présentation. Je note que l'être humain est plus fort que ChatGPT pour aller chercher des informations qui sont malgré tout sur Internet.
ça fait toujours plaisir. J'avais noté sur LinkedIn un rapport, je ne sais plus je sais plus qui l'avait fait, qui disait que les conseillers d'orientation faisaient partie des métiers les plus mis en danger par l'IA. Et j'espère vous démontrer le contraire, parce que je n'y crois pas une seconde. Merci beaucoup de votre présence. Je vais partager mon écran pour partager ma présentation que vous pourrez recevoir euh, après coup. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Yes. OK. Voilà. Vous l'avez bien dit, il y a un S à venir. C'est important parce que c'est déjà porteur d'espoir. Il n'y a pas un seul avenir pour les élèves et les étudiants. Il y en a plein. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre. Donc, on tient à ce S entre parenthèses. Euh, Peut-être un petit retour, parce que vous m'avez présenté, mais vous n'avez pas présenté tout l'ONICEP. Donc, un tout petit retour sur l'ONICEP pour que chacun sache ce que c'est, d'autant plus que l'ONICEP a beaucoup changé suite à la mise en œuvre de la loi de 2018. L'ONICEP, vous avez parfaitement décliné le nom, hein, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions qui a été créé en 70. C'est un opérateur public qui est sous la double tutelle des ministères éducatifs et de l'enseignement supérieur et qui poursuit deux missions. La première, c'est une mission, ça ne marche plus déjà, c'est bien. La première, c'est une mission d'information la seconde, c'est une mission d'accompagnement. Donc, c'est important de souligner ça parce que la mission d'accompagnement vient d'un décret qui a été publié en juillet dernier qui a refondu les éléments du Code de l'éducation qui concernaient l'ONICEP pour acter le partage de compétences avec les régions. Euh, et donc, cet aspect d'accompagnement a été renforcé et c'est ce qui a amené à créer Avenir. Voilà la définition de la mission qui a été co-élaborée par l'ensemble des cadres de la maison. Juste à mon arrivée, on a fait un séminaire de l'encadrement pour faire connaissance et on a réfléchi ce que devenaient nos missions après la loi de 2018. Et donc, on a écrit ça tous ensemble et je peux vous dire que chaque mot a été pesé, que ça a négocié dur. On aime beaucoup la dernière phrase, c'est garant de l'intérêt général, l'ONICEP participe à la coordination des actions qui développent la capacité à savoir devenir et s'assure en permanence de l'impact de ces services sur la diversité de ces publics. Vous voyez que la question du savoir devenir, qui est dans le titre de cette conférence, elle nous préoccupe depuis un certain temps. Et j'ai retrouvé dans la circulaire de 2015 qui instaure le programme à venir, voilà, moi je dis des bêtises, ça ne va pas, le parcours à venir, pardon, que l'ONICEP devait développer les compétences à s'orienter. Donc le savoir devenir, ce sont les compétences à s'orienter, mais je vais y revenir. Donc on a trois activités principales pour mettre en œuvre ces trois missions. La première activité qui parfois n'est pas bien connue des acteurs du grand public, c'est une activité de documentation. C'est-à-dire que nous sommes responsables de la base de l'ensemble des données de formation initiale diplômante. Ces informations sont mises à jour régulièrement et sont mises à la disposition de tous les acteurs qui en ont besoin à travers l'open data. Donc là, vous avez quelques chiffres. On a un devoir de mettre à jour au fur et à mesure de leur création et de leurs évolutions, vraiment l'ensemble des informations sur les formations. Donc ça, c'est une base qui s'appelle IDEO. On a une autre base qui est partagée avec le réseau des Carrefour-F. On complète ça par l'ensemble des certifications et des qualifications professionnelles qui existent sur le territoire français. Et puis, on a aussi une base de vidéos sur les métiers et les formations. On en a 4000 qu'on met sur un site qui s'appelle Onicep TV et qui peuvent être des sources tout à fait intéressantes de pédagogie de l'orientation. C'est la première activité. La deuxième activité, c'est une activité éditoriale, donc transmédia, parce qu'on réfléchit à la publication sur les mêmes sujets, à la fois de dossiers Internet et de dossiers imprimés, et puis de sites et de plateformes. Donc, je pense que vous connaissez notre site onicep.fr qui a 50 millions de visites.
Parmi nos 4000 vidéos, on en met 3000 sur Onicep TV. Et puis, on a des tas de sites dédiés comme Horizon 21, Folios, Nouvelle Chance, Cordée, etc. Et on vient de sortir à la rentrée dernière avenir.onicep.fr, qui est le site préfigurateur de la plateforme Avenir. Parce qu'on va y mettre au fur et à mesure de l'année toute une série de ressources. Et il y en a déjà un petit paquet, j'en reparlerai tout à l'heure. On a deux types de collections imprimées. D'une part, des dossiers annuels. Donc là, j'ai signé le BAT hier soir des écoles d'ingénieurs. On a chaque année, traditionnellement, après bac, école de commerce, école d'ingénieurs, classe prépa. Et puis cette année, on a sorti études d'art, qu'on ne sort pas tous les ans, mais sur des sujets comme ça qui sont parfois un peu complexes parce qu'il y a des écoles d'art qui dépendent de la culture, d'autres de l'éducation nationale et d'autres de l'enseignement supérieur. Donc c'est pas inutile de temps en temps de clarifier un peu le paysage. Et puis on a des collections sur les métiers et les secteurs d'activité qui s'appellent Parcours et Zone. Et puis notre troisième activité, c'est une activité d'accompagnement pédagogique avec deux, deux grosses activités là-dedans. D'une part, des ressources pédagogiques qui sont développées par nos responsables d'accompagnement pédagogique qui se trouvent dans toutes les académies et par notre département d'accompagnement et pédagogie. Et puis, un service téléphonique qui s'appelle Mon orientation en ligne et qui abrite les numéros verts de Parcoursup et de mon master. Donc, en fait, quand vous appelez les numéros verts de Parcoursup et de mon master, vous avez affaire à l'ONICEP et à ses conseillers qui répondent à des questions à la fois sur les procédures pour bien utiliser les plateformes et évidemment sur l'orientation et donc les choix de formation sur ces plateformes. Voilà. Et puis, ce sont nos acteurs de la pédagogie qui participent aux plans nationaux et aux plans académiques de formation qui existent à la fois pour les enseignants, pour les chefs d'établissement et pour les psychologues de l'éducation nationale aussi. Voilà. Et tout ça s'appuie sur un laboratoire d'innovation publique sur l'orientation qui est utile à la fois en interne et en externe à la maison pour incuber des projets, accueillir des recherches dont on est heureux de voir qu'ils commencent à être assez utiles et assez utilisés. Donc voilà pour présenter brièvement l'ONICEP. J'en viens au contexte actuel de l'orientation. Euh, on est dans un contexte qui est à la fois extrêmement mouvant du point de vue des métiers et extrêmement évolutif aussi du point de vue du système éducatif. Du point de vue des métiers, il y a des éléments qu'on met beaucoup en avant. Je parlais de l'impact de l'IA sur le métier de conseiller d'orientation. Il y a des éléments qu'on met beaucoup en avant aujourd'hui sur l'évolution des métiers. Un jeune qui rentre aujourd'hui sur le marché du travail exercera 3 ou 4 métiers. On ne connaît pas la moitié des métiers de demain. Tout ça est assez euh, fréquent, notamment dans la presse. Et il y a de quoi effectivement poser pas mal de questions pour se dire, bah, si on fait des choix de formation initiale, dans quelle mesure ces premiers choix vont permettre de continuer à trouver un nouveau métier et à garder un emploi tout au fil de sa trajectoire. En fait, si on creuse un petit peu, la vraie évolution des métiers et de l'emploi, elle vient énormément du comportement très logique des entreprises euh, qui date, lui, des années 80, et je parle du siècle dernier. Pendant toute la première partie du XXe siècle, s'est installée l'idée d'une carrière à vie. Et après le second choc pétrolier, les entreprises ont commencé à dire à leurs salariés, écoutez, on ne peut pas vous garantir une carrière à vie, c'est pas possible. Tout ce qu'on peut vous garantir, c'est l'employabilité, mais vous devez prendre en main votre trajectoire. Parce que nous, on sait qu'il y a des évolutions très fortes dans le monde économique et qu'on ne peut pas vous promettre de vous garder et de vous faire évoluer. Et donc, petit à petit, la sphère de la formation professionnelle a évolué avec toute une série de lois, notamment sur la formation professionnelle continue. Et on est arrivé, pour faire des raccourcis historiques, on est arrivé aujourd'hui au CPF, le compte personnel de formation, qui s'appuie depuis cette année sur un passeport de compétences qui a été développé aussi par le ministère du Travail, en fait, par la Caisse des dépôts pour le ministère du Travail. Or, vous avez tous reçu des SMS un peu loufoques sur l'utilisation de votre compte personnel de formation. En fait, on se rend compte qu'il y a eu un énorme oubli
dans ce développement de la formation professionnelle continue, c'est que on n'est pas rentré dans l'ère de l'orientation tout au long de la vie et on n'a pas formé dans le système éducatif à pouvoir mobiliser ce type d'outils. Et donc, émerge depuis un certain nombre d'années, hein, parce qu'en fait, l'ancêtre du parcours éducatif d'orientation qui s'appelle Avenir, le PIODMED, date de 2005, donc c'est quand même il y a 18 ans. Mais petit à petit, on s'est dit, bah oui, en fait, il faut fournir une éducation à l'orientation, et on a transformé la vision de l'orientation, on est passé de l'orientation comme étant en fait une activité réservée à ceux qui étaient en difficulté de niveau scolaire, à petit l'idée d'offrir une éducation à tout le monde parce que tout le monde va être concerné par le fait de devoir piloter sa trajectoire. Et donc, ce sont ces éléments économiques qui sont à l'origine des engagements de l'Union européenne sur le fait de faire en sorte que le niveau de formation monte, mais qu'il soit adossé à une capacité à s'orienter tout au long de la vie. Et parallèlement à ces évolutions dans la sphère de l'économie, on a eu ces derniers temps des évolutions très fortes du système éducatif qui mettent beaucoup plus en lumière la nécessité du choix. Pour rappel, on a eu la réforme de la voie professionnelle qui a instauré l'idée d'avoir des familles de métiers en seconde pour ouvrir un petit peu plus les horizons des élèves et leur faire découvrir des formations et des métiers auxquels ils ne pensaient pas spontanément vu de leurs 14 ou 15 ans. On a réformé fortement la voie générale en créant la nécessité de choisir des enseignements spécialités qui a provoqué un espèce de maelstrom d'angoisse autour de qu'est-ce qui pouvait constituer un choix de bonne qualité, on va dire. Alors autrefois, il fallait choisir entre S, ES et L au même moment, hein, fin de seconde. Mais là, le fait de devoir faire soi-même son menu et d'ouvrir un tout petit peu la population à l'idée qu'il fallait sortir de l'élitisme des mathématiques. C'est compliqué de faire cette conférence le jour des résultats de PISA, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et que c'était pas forcément une bonne idée pour tous les élèves d'aller en S parce qu'ils avaient des bonnes notes partout, et que c'était peut-être plus intéressant de réfléchir un peu plus en amont à ce qu'ils voulaient faire. Ça a vraiment mis en lumière la question de l'impact du choix des enseignements de spécialité sur l'autre grande innovation de ces dernières années, qui est Parcoursup, c'est-à-dire sur les chances d'être pris dans des formations qui sont pas forcément au cœur des préoccupations des élèves de seconde et qui par ailleurs ont des comportements qui évoluent dans le temps. Donc là, je parle des collègues d'enseignement supérieur qui sont dans les commissions d'évaluation des vœux et qui, du coup, ne, n'ont pas forcément annoncé dès le début de Parcoursup qu'ils allaient prendre, et on leur a interdit, hein, telle combinaison d'enseignement de spécialité en priorité, ou qu'ils allaient s'intéresser à telle autre combinaison, etc. Donc, sur le niveau, la question des choix au collège et au lycée, l'accent a été très, 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 très porté sur la question du choix, mais ça continue aujourd'hui avec l'arrivée de la plateforme Trouver mon master, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que il faut choisir les bonnes UE en licence une fois qu'on y est, et les bonnes unités d'enseignement, et choisir les bons masters. Puis après, il faut choisir son premier emploi, et puis finalement le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et savoir comment continuer à se former et comment être capable de repérer comment mes goûts sont en train de changer, comment mes contraintes de vie sont en train de changer, et comment le monde autour de moi est en train d'évoluer, et qu'est-ce que je souhaite y faire et de quoi j'ai besoin pour pouvoir accéder à ce que je veux faire. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément, cette évolution très très forte du système éducatif. Et puis le troisième élément, c'est que face à ça, comme l'angoisse montait, eh bien, il y a une multiplication d'une offre privée et publique d'accompagnement à l'orientation qui a fait qu'on est dans une infobésité gigantesque et qu'on n'a aucun moyen aujourd'hui de faire la différence entre une offre et une autre. On ne sait pas ce qui est bien, on ne sait pas ce qui peut faire plus de mal que de bien, on ne sait pas combien vaut ce service. Bref, on est sur un marché en pleine ébullition qui en est à ses débuts
Et on a peut-être besoin d'un petit peu de régulation de cette offre et d'un peu de simplicité pour limiter l'angoisse et plutôt travailler sereinement dans le temps. Alors, ça, c'est le contexte. Et par rapport à ça, notre position et la position de nos ministères de tutelle, elle est très claire, c'est que s'orienter, ça s'apprend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appuyer sur le bouton de Parcoursup, pour prendre le cliché le plus évident, en janvier et en mars en terminale, sans avoir travaillé. Il y a des choses à développer, il y a des choses à réfléchir, il y a tout un ensemble d'éléments à connaître. Et en fait, ce que les DRH appellent depuis très longtemps le savoir devenir est la quatrième composante de la compétence elle-même. Vous savez que dans la compétence, il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, et maintenant, très clairement, il y a le savoir devenir, parce que sans euh, retravail de ces compétences et sans reformation, on perd en compétences. Et donc, il faut savoir s'adapter. Et l'autre élément qui est important, c'est que nous avons affaire à des adolescents. Là, pour avenir, je vais vous parler des adolescents de la cinquième au bac plus 2. On peut dire qu'il y a aussi des jeunes adultes, mais on change encore beaucoup à 18-20 ans. Et donc, l'adolescent, par définition, il est en mouvement permanent et il est en construction identitaire. Et il nous semblait intéressant d'aider les jeunes à prendre conscience de la personne qu'ils étaient en train de devenir et d'essayer de casser un tout petit peu les habitudes mimétiques, de faire soit ce que disent papa et maman, soit le contraire de ce que disent papa et maman, soit de faire comme les copains, soit de faire le contraire de ce que font les copains, et que c'était intéressant d'accompagner les jeunes dans une réflexion et une prise de conscience de ce qui leur faisait vraiment plaisir et de ce qui leur déplaisait vraiment. Donc l'idée, c'est qu'on permette aux élèves de devenir les auteurs de leur trajectoire et qu'ils apprennent progressivement et tranquillement à la piloter. Donc on s'est inspiré pour ça de l'ikigai japonais, et le savoir devenir soi que je vais vous présenter, il vient de l'ikigai japonais. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que l'ikigai japonais? L'ikigai japonais, c'est quelque chose qu'on traduit d'habitude par raison d'être. La raison d'être, c'est ce qui fait que je vais me lever le matin et que je vais aller gagner ma vie. Et donc, c'est de trouver en fait le bon compromis à chaque moment de sa vie entre la personne que je suis, les connaissances et les compétences que je peux faire valoir, les attentes du marché du travail, et puis mes valeurs, celles que je veux mettre en avant. Et donc, on peut exercer certaines activités pour développer ses valeurs et avoir la chance de le faire dans sa vie professionnelle ou au contraire décider de le faire dans sa vie associative. Mais en tout cas, il est important de savoir se positionner par rapport à ce qui va me permettre de garder ce qu'on appelle un travail d'essence, qui fait partie des objectifs, des 17 objectifs du développement durable. Je reviendrai sur tout ça tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce on a construit un programme complet, hein, pourquoi ça s'appelle le programme à venir? Parce qu'il nous semble qu'il fallait avoir un écosystème qui soit très simple et qui permette de diminuer fortement le niveau de stress qui est associé au palier d'orientation. Je vous ai dit, il y a un développement d'un marché très fort, il y a une augmentation très forte des différences de genre, des différences économiques et sociales, et puis des éléments d'inégalité territoriale aussi, qui sont le résultat du développement d'un marché privé qui va aller là où il sera rémunéré. Donc, l'une des difficultés que j'ai rencontrées, on a eu la chance de signer la semaine dernière une charte avec 30 associations qui travaillent avec nous sur le programme à venir, c'est que parmi ces offres privées, il y en a qui sont formidables, et puis il y en a surtout qui ne sont pas là pour s'enrichir sur le dos de l'angoisse. Il y en a beaucoup qui sont associatives. Simplement, elles ne sont pas continues. Elles arrivent à un moment donné, par hasard, et l'élève peut en bénéficier, mais ne garde pas la mémoire de ça et ne va peut-être pas avoir la chance de pouvoir continuer à travailler sur les mêmes sujets l'année d'après ou quand il change d'établissement. Donc notre idée, c'est vraiment de rétablir une égalité des chances qui permette d'accueillir des propositions d'acteurs comme les associations dont je parlais tout à l'heure, mais de fournir vraiment un outil simple, rassurant, qui permette de faire ces démarches
et de développer sa capacité à choisir au fur et à mesure du temps. Donc l'écosystème numérique que je vais vous présenter, il sera intégré aux outils de vie scolaire, de la cinquième à au moins la terminale. Il donnera accès aux informations au moment où les questions émergent. Et donc, il y aura des interfaces différenciées selon non seulement l'âge de l'enfant, mais son niveau de maturité par rapport à l'orientation. Et c'est un écosystème qui va au-delà du numérique, qui est environné par un accompagnement humain très fort et à qui on facilite la tâche. Donc, ce programme à venir qu'on a créé pour répondre à tous ces enjeux-là, c'est un programme d'investissement d'avenir hein, qui est financé sur le programme France 2030, que nous coordonnons avec un volet enseignement scolaire qu'on pilote directement et puis un volet enseignement supérieur qui est piloté par l'Université de Savoie-Mont-Blanc et qui, lui, se concentre sur la question de l'approche par compétences, donc qui facilite les évaluations de compétences transversales qui sont portées dans chaque mention de licence. Donc l'USMB, l'Université de Savoie-Mont-Blanc, a un réseau de partenaires. L'ensemble du programme a un autre réseau de partenaires qui évalue l'ensemble du programme notamment. Et donc on s'appuie en particulier pour le référentiel des compétences à s'orienter sur l'Université de Paris-Cité, ex-Paris 5, pour les compétences du 21e siècle, sur lesquelles je vais revenir, sur le CNAM et en particulier sur l'INETOP, qui est l'Institut de formation des psychologues de l'Éducation nationale. Et puis pour l'évaluation du programme, on insérera des questions dans Génération, qui est l'enquête du CEREC qui examine le devenir de générations de bacheliers ou de jeunes qui sont sortis du système éducatif. Et puis on travaille avec le Learning Planet Institute, qui est l'ancien CRI, le centre, ah bah ça y est, j'ai oublié ce que voulait dire CRI, c'est le centre de recherche interdisciplinaire, qui était une émanation aussi de l'Université Paris-Cité pour travailler sur les critères d'évaluation du programme. Donc c'est 30 millions d'années. On a eu la décision du Premier ministre le 6 décembre 2021. On a signé avec l'ANR le 1er mars 2022. Et donc le programme court de 2021 à 2031 pour sa phase de construction et d'amélioration. On espère qu'il durera plus longtemps que ça. Ce qui est très important pour l'équipe qui pilote le projet, c'est de s'appuyer sur la force de la recherche. Et donc, on a un comité scientifique international qui est composé de chercheurs de plusieurs disciplines qui ne sont pas toujours très évidentes quand on parle d'orientation. Vous voyez, on les a mis par ordre alphabétique, c'est plus simple. On commence par une pédopsychiatre. Pourquoi une pédopsychiatre? Parce qu'elle est spécialiste d'éco-anxiété et qu'elle a travaillé notamment dans sa thèse de sociologie et de santé publique. Elle a travaillé sur les précurseurs de la phobie scolaire, par exemple. Et donc, ce sont des éléments qui nous intéressent au plus haut point, puisque vous allez voir qu'on travaille beaucoup sur les objectifs de développement durable. Donc, on a besoin des apports de la pédopsychiatrie. De la même façon, le deuxième nom, c'est un philosophe. Et Franck Burbach, c'est le doyen de philosophie de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Et en fait, il est venu regarder d'un peu près ce qu'on faisait et il a dit il vous faut un philosophe pour garantir que ce que vous faites est bien éthique. Donc, contact, on l'a inclus. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de collègues de l'étranger qui sont spécialisés en orientation parce que ce côté pluridisciplinaire existe déjà et que les sciences pour l'orientation qu'on est en train d'essayer de créer en France existent, en particulier en Belgique, en Suisse et au Québec. On a évidemment des psychologues, on a évidemment des sociologues et des économistes, et on fait extrêmement attention de ne pas se réduire à une seule discipline et de regarder sous plusieurs angles. Et on a aussi deux collègues, je crois, en gestion, qui, eux, font le lien avec ce qu'on dit aujourd'hui, justement, sur les carrières et sur les trajectoires professionnelles. Et sur la place des compétences aussi dans l'évolution des métiers. Donc voilà pour notre comité scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? Quels sont ses principes et quels sont ses bénéfices? Je vous l'ai dit, les principes, c'est une éducation à l'orientation pour tous les jeunes, gratuite, bien entendu, avec du numérique et de l'humain. Et une des particularités, c'est que Avenir ne sera pas le même programme dans chaque région.
j'ai acquis la conviction, depuis que je travaille dans l'éducation nationale, que il est totalement contre-productif de demander à des acteurs d'oublier les outils qu'ils avaient développés, sur lesquels ils étaient à l'aise, et de passer à un nouvel outil révolutionnaire qui serait beaucoup mieux. Et donc, pour à la fois respecter la compétence des régions, mais aussi pour s'adapter aux outils qui existent déjà et qui fonctionnent bien, on a mis en place une gouvernance régionale qui permet d'avoir vraiment une déclinaison d'avenir qui sera adaptée aux outils existants déjà dans les régions. Et ça nous semble très important. Donc, ça va être plutôt un portail avec un parcours éducatif, parce que ça, c'est la responsabilité de l'éducation nationale de fournir le parcours éducatif sur l'éducation à l'orientation, mais on n'est pas fermé sur l'usage d'outils différents d'une région à l'autre. Ce qui est important pour nous, c'est que ce soit simple pour les usagers. Donc, ça sera évidemment sans réauthentification, directement accessible sur les ENT, et que les données personnelles soient évidemment extrêmement protégées. Et on a un engagement de portabilité des données du passeport qu'on va proposer sur Avenir vers le passeport de compétences du ministère du Travail et de nos passeports de l'enseignement scolaire vers n'importe quel portfolio de l'enseignement supérieur. Ce que fera Avenir, c'est former les jeunes à piloter leur démarche, leur faire prendre conscience de leur singularité, les accompagner dans les premiers choix et les préparer pour les choix suivants. C'est assez simple, hein, dit comme ça. Ça va être un peu plus compliqué à faire. Mais ce qu'on en attend, c'est non seulement une dédramatisation, une mise en avant de la notion de compétence pour que les jeunes comprennent bien que finalement, d'un job à l'autre, ce qui va faire la différence, c'est les compétences et en particulier les compétences transversales et la capacité à continuer à apprendre. Et puis, on veut s'assurer qu'il y a une meilleure réussite dans les formations choisies et meilleure réussite ensuite dans les carrières choisies et avec une satisfaction. Alors, je disais que je reviendrai évidemment sur l'ikigai et sur le savoir devenir soi. La vision de l'orientation que nous mettons en avant, elle s'appuie vraiment sur ces notions européennes de rendre chaque citoyen auteur de sa trajectoire. Et pour ça, on va essayer de travailler la réflexivité et l'authenticité du jeune pour accompagner son savoir devenir soi, qui est notre traduction française de l'ikigai. Donc, vous voyez là, imagé ce que je vous disais tout à l'heure à l'oral, à savoir qu'on veut faire le lien entre euh, la, la- la capacité du jeune à comprendre quelles sont ses envies et à atteindre en fait une meilleure connaissance de soi. Alors, c'est les éléments de base du parcours à venir que j'ai cité tout à l'heure, hein, mais on va l'aider à comprendre quels sont ses intérêts, quels sont ses préférences, mais aussi à se rendre compte qu'il en a plusieurs qui parfois sont contradictoires, et donc on va lui apprendre à faire des compromis et à comparer en fait ses envies avec d'une part son niveau scolaire, mais là aussi on va élargir le niveau scolaire, c'est pas uniquement les notes, c'est aussi les compétences. Et si vous vous placez sur la droite de la diapositive, vous voyez que on va s'appuyer sur trois types de compétences. Les compétences à s'orienter, pour lesquelles on a déjà sorti un référentiel pour le lycée, et on est en train de faire le référentiel collège. Les compétences techniques qui sont propres à un domaine d'études. Donc, on va intégrer à venir les livrets de compétences scolaires, donc notamment le livret scolaire unique. Et puis, les compétences du 21e siècle, qui est la partie plutôt de devenir soi, sur laquelle je vais revenir, qui sont, on va dire rapidement, les compétences transversales. Donc, c'est une meilleure photographie et même un film des compétences du jeune. Et on ira chercher ces compétences, non seulement à l'école, mais aussi en dehors de l'école, notamment dans les activités sportives, créatives et d'engagement. Et on va lui apprendre à faire l'aller-retour entre ce qu'il aime et l'effort qu'il fournit aussi pour développer ses compétences. Et puis, on va mettre ça au regard des attendus des formations et des attentes des entreprises. Et notamment, et c'est là où il y a un fort enjeu d'égalité des chances, on va traduire pour la jeunesse ce que sont les attentes des entreprises. C'est-à-dire qu'un bon élève issu de catégories socioprofessionnelles défavorisées, il croit que le niveau de diplôme suffit. Et il ne met pas assez l'accent sur les compétences transversales qui font la différence par rapport à un autre candidat qui a le même niveau de diplôme. Donc on essaye de décrypter la réalité des attentes et on a tout un travail de mettre en commun un vocabulaire partagé avec les branches pour parler d'un langage compréhensible par tout le monde.
Et puis la troisième sphère, c'est mes valeurs et mon engagement. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on pense qu'il y a beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes et que l'idée de se projeter dans un monde du travail qui contribue, pour dire les choses encore une fois très rapidement, à détruire la planète, c'est pas forcément très enthousiasmant. Et on porte au contraire un message d'optimisme qui est de montrer qu'on peut tout à fait travailler autrement et contribuer à ne pas détruire l'environnement et à mettre en avant un certain nombre de valeurs. Donc ça, c'est vraiment le modèle qui en fait, derrière les activités pédagogiques qu'on va proposer. Euh, Si je reviens sur le référentiel des compétences à s'orienter, donc on l'a construit donc avec, je disais, l'Université de Paris-Cité, nommément avec Laurent Sauvé, qui est maître de conf en psychologie, et qui est en train de travailler sur le référentiel collège. Donc là, vous voyez le référentiel lycée. Il a travaillé avec 1280 lycéens, je crois. Et euh, il a retravaillé les mots jusqu'à ce qu'ils s'y reconnaissent et que il trouve qu'ils avaient là l'ensemble des compétences qui étaient importantes pour les aider à s'orienter. Donc on a trois grandes familles, alors qui sont tout à fait classiques, hein. C'est tout ce qui est de l'ordre de la capacité à s'informer, tout ce qui est de l'ordre de la connaissance de soi et le fait d'élever son niveau d'ambition. Et puis, il y a ensuite la façon de se construire et de se projeter dans un monde incertain dans lequel il y a il y a beaucoup d'opportunités qu'on veut leur enseigner en fait à repérer. Et donc j'aime beaucoup le mot de sérendipité qu'utilise ma collègue Frédéric Wexler parce que c'est parfois ce qui manque et on a parfois des jeunes qui veulent absolument telle formation, tel cheminement et qui ne savent pas voir qu'il y a des tas de choses qui leur font plaisir, qui apparaissent au détour d'un cours, d'un stage, d'une rencontre, etc. Donc on veut on veut leur montrer qu'ils peuvent se saisir de ça et créer des situations dans lesquelles ils peuvent développer tous ces éléments. Donc vous voyez que le savoir devenir, c'est autre chose que savoir appuyer sur un bouton pour faire un choix. Euh, les compétences du 21e siècle, hein, donc la partie devenir soi, peut-être un petit mot pour vous dire pourquoi on a pris ce référentiel-là, parce que vous auriez pu vous attendre à ce qu'on prenne les compétences psychosociales ou les soft skills. On pense que on a un discours très clair quand on parle de compétences du 21e siècle, c'est-à-dire que c'est les compétences qu'il faut maîtriser pour faire face aux défis de l'époque. C'est au passage le référentiel qui est choisi par l'UNESCO et donc qui va avec les objectifs de développement durable que j'ai évoqués. Et puis quand on regarde sur le fond, tous les référentiels de compétences se croisent. Et quand on parle à un jeune de compétences psychosociales, il se demande bien de quoi on parle et pourquoi est-ce qu'on veut l'envoyer chez le psy, quoi, grosso modo. Et donc, c'est beaucoup plus simple de parler de compétences du 21e siècle. C'est tout aussi flou, hein, mais vous voyez que derrière, vous avez la pensée critique, la collaboration ou coopération, la connaissance de soi, la créativité, la conscience globale, c'est le fait de se sentir citoyen du monde, et la communication. Et ce sont des compétences qui servent à l'ensemble des activités professionnelles et privées. Donc, comme je vous disais, on va aller les chercher à l'école et en dehors de l'école dans des activités dans le domaine du sport, de l'art et de l'engagement. Et ça va faire l'objet d'une application, en fait, qui sera proposée à l'ensemble de la population et qui sera versable directement sur le passeport de compétences du ministère du Travail. Donc, une application qui permettra de prendre conscience de ces compétences et avec des suggestions pour les développer. L'une des idées que nous avons, c'est de permettre aux jeunes de comparer, en fait, leur portfolio de compétences à un moment donné avec le descriptif que les branches font des principaux métiers, au moins des métiers à l'entrée en emploi, pour voir si ils ont vraiment envie d'exercer ces métiers-là, c'est-à-dire en termes de compétences qui sont développées. Et puis on leur suggérera des chemins pour euh, augmenter les niveaux de compétences pour atteindre les métiers qui les intéressent, alors des chemins d'expérience et des chemins de formation. Donc, l'outil central d'avenir, c'est une plateforme. Cette plateforme, voilà,
je vais revenir en arrière, je ne sais pas comment. Là, pardon. Cette plateforme, je vous ai dit qu'elle était à la fois nationale mais régionalisable. Donc, elle est ouverte, hein, grosso modo. Elle sera mobile first. Elle est intégrée aux outils de vie scolaire. Elle est reliée à la planète et Parcoursup, ce qui lui donne un côté quasi obligatoire. Et elle sera simplissime d'usage parce qu'on l'a créée avec des designers de services qui ont été travaillés avec des groupes d'usagers. Pour les élèves, en termes de contenu, donc il y aura un compte ouvert à partir de la 5e et que l'élève pourra garder jusqu'à son entrée en emploi. Et il aura une interface qui ne sera pas la même chaque année, puisque on ne va pas parler de la même façon, ni donner les mêmes objectifs à un gamin de 5e et à une élève de terminale. Euh, mais sur la plateforme élève, il y aura toujours la même structure, c'est-à-dire, comme vous voyez là à droite, vous avez ici un petit guide tout en haut où on commence par lui poser des questions pour savoir comment on va lui répondre. C'est-à-dire, là, on lui dit par exemple, sais-tu ce que tu veux faire plus tard? S'il dit pas du tout, on va lui proposer un cheminement qui va pas du tout être le même que s'il dit j'ai déjà deux, trois idées ou j'ai déjà une idée bien développée. Donc ça, c'est ce que nous appelons dans notre langage un guide. Ça va permettre de personnaliser. Ensuite, il y a des objectifs. Et donc, il y a à la fois des objectifs qui sont les objectifs de l'année. Je suis en 3e. Mon objectif, c'est d'avoir un stage en 3e et de choisir le lycée dans lequel je veux aller. Et c'est pour tout le monde. Euh, mais il y a aussi des objectifs qui sont donnés par l'enseignant, voire donnés par l'établissement. Et puis des objectifs qui sont donnés par la plateforme, qui est par exemple, l'année dernière, tu nous as dit que tu étais très très intéressé par tel métier. Cette année, on te propose d'aller faire une immersion avec un professionnel de ce métier pour aller vérifier si c'est vraiment ça que tu veux faire ou si tu as plutôt envie d'aller voir autre chose. Voilà, donc ça, c'est les objectifs. Donc là, sur la page que vous voyez déployée, on est sur les centres d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment, ça, on est sur son portfolio, en fait, parce que le portfolio de l'élève est sur la plateforme. Donc, on lui redemande tout le temps, tu nous avais dit que tu aimais bouger, que tu rêvais d'un métier artistique et que tu aimerais travailler dehors. Est-ce que c'est toujours ça que tu aimes faire? Est-ce que tu veux changer, rajouter des choses, en enlever, etc. Il peut changer tout le temps. Et puis à droite, il a deux autres outils. Il a son agenda. Et ça, pareil, l'agenda, nous, on le remplira chaque année avec les événements annuels. Par exemple, en terminale, on a l'agenda Parcoursup qui est d'emblée dessus. Mais on proposera aussi aux établissements des progressions pédagogiques qu'ils pourront prendre ou pas et que les profs pourront adapter comme ils le souhaitent. Et donc, on peut pousser pour toute la classe. Donc là, par exemple, vous voyez dans l'exemple, vous avez, il y a dans cette classe-là un chat prévu avec un vétérinaire, il y a la date du conseil de classe, il y a une sortie pédagogique qui est prévue. Et ça, évidemment, c'est spécifique à la classe. Et puis, il y a toute une série d'outils. Donc, ils auront accès ici au portfolio. Mais vous voyez, par exemple, rechercher un stage. Donc, il y aura un lien vers la recherche de stage à cet endroit-là. Créer mon CV. Il y aura en terminale, il y aura rédiger mon projet motivé, etc., etc. Et ces outils sont pas les mêmes selon l'âge et pas les mêmes selon la région, puisque dans certaines régions, il y aura un accès vers un outil de la région qui va proposer des choses en plus ou des choses différemment, etc., etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à venir, il sera à la fois un outil pour travailler en autonomie et un outil pour travailler en classe, poussé par le prof. Et je vais revenir 2 secondes sur la plateforme enseignant de l'autre côté. Euh, euh, mais c'est important de dire qu'il y a les deux qui sont possibles et concomitants. L'idée, c'est qu'on développe la capacité de l'élève à faire ses choix en le faisant travailler progressivement sur la plateforme, à prendre conscience de l'ensemble de ces pétales du savoir devenir soi, en lui suggérant des choses pour pouvoir développer son ambition. Donc, par exemple, alors c'est des méthodes appuyées sur la recherche, où par exemple, quand un élève dit il sait absolument ce qu'il veut faire, on va lui pousser d'autres formations qui n'ont rien à voir. En lui disant, tiens, et si tu allais regarder ça, ou tel autre métier, etc. Parce qu'en en fait, à certains moments, c'est très utile de faire ça, à d'autres, pas du tout. Mais en tout cas, on va le faire travailler, évoluer, et on va lui fournir un certain nombre d'outils. Donc, on a travaillé par exemple sur des outils de projection, où il pourra voir, par exemple, là aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Voilà ce qu'en pense mon père, voilà ce qu'en pense ma mère, voilà ce qu'en pense mon prof principal, voilà ce que m'a dit le, le CPE. Et puis, 6 mois après, il va refaire le truc, et il va regarder ce qui a évolué.
ah tiens, j'ai discuté avec mon père et en fait, je me rends compte que s'il me disait ça, c'était parce qu'il pensait que, mais j'ai réussi à le faire changer d'avis. Enfin, voilà, on les fait travailler vraiment sur l'ensemble des personnes qui sont utiles aussi à l'évolution de leur projet. Je vous ai dit, on insiste sur la sérendipité. On aide au compromis. Et puis, on insiste sur un certain nombre de points importants, notamment sur le fait que les parcours ne sont pas linéaires. Et donc, on met beaucoup d'exemples de gens qui ont des parcours inattendus par rapport à ce qu'imagine l'élève ou à ce qu'imagine la famille. Et donc, on travaille vraiment sur l'idée d'avoir plusieurs chemins possibles et de se rendre compte que, en fait, la trajectoire in fine, elle dépend de la façon dont on a vécu les formations qu'on a suivies et les expériences qu'on a suivies. Pour les équipes éducatives, je vous parle là rapidement de l'interface des enseignants et des interfaces pour les pilotes. Il y a 3 types d'interfaces, une pour les élèves, une pour les enseignants, une pour les pilotes. Pour les enseignants, il y a un pilotage possible de l'agenda de la classe, comme je vous l'ai montré, donc l'agenda de l'orientation. Il y a une visibilité sur une page des travaux d'avancement de la classe. Il y a l'accès à une banque de connaissances sur l'orientation, où on met des articles de recherche, des dossiers et des webinaires avec des spécialistes. Il y a un accès à notre banque de dispositifs pédagogiques. Là, on a 700 dispositifs pédagogiques dans la banque qui s'appelle Réseau. Et puis, il y a un accès direct pour l'enseignant au service Mon Orientation en ligne pour pouvoir poser des questions. Si à un moment, on ne sait pas quoi répondre à un élève ou un sujet qu'on ne sait pas faire avancer, etc., on peut parler à un être humain, ce qui semble assez utile. Pour le pilote, pour l'instant, on a distingué comme pilote les psychologues de l'éducation nationale, les responsables des bureaux des entreprises, les chefs d'établissement, les responsables de l'orientation. Alors, quand il y en a à l'échelle de l'établissement, par exemple, maintenant, il y a des référents découvertes des métiers dans certains collèges, mais ça peut être à l'échelle des bassins, ça peut être à l'échelle de l'académie, à l'échelle de la région académique, à l'échelle nationale aussi. On a d'abord beaucoup de suivi sur ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et puis on mettra ça en lien avec l'impact sur les choix. Mais on peut aussi pousser des informations, et y compris, c'est une discussion qu'on a avec le SGEC en ce moment, où on regarde quel type de service le SGEC voudrait avoir dans son interface de pilotage. Donc, il y a la possibilité de pousser des informations, il y a la possibilité de mesurer l'utilisation des différents outils et d'avoir accès au back-office de la plateforme, etc., etc. Ce qu'on a fait pour les parents, c'est qu'on a développé, donc on vise 6 millions de comptes, c'est-à-dire un par élève et un par enseignant. Et on ne va pas faire de compte pour les parents parce que ça nous semble inutile. D'abord, quand on parle d'orientation, les enfants partagent l'information avec leurs parents, mais surtout, on ne peut pas trop polluer la planète nous-mêmes. Et donc, passer de 6 à 18, ça faisait un peu beaucoup en termes de nuages. Et on ne voit pas à quoi ça sert pour le parent d'avoir un compte parce que ce qui compte, c'est aussi d'autonomiser l'élève. En revanche, on va d'une part mettre des informations dans les ENT qui sont pour les parents pour qu'ils puissent suivre ce qui se passe sans avoir besoin d'aller voir le portfolio de leur enfant. Et d'autre part, on est en train de refaire complètement notre site Amiral avec des explications aussi sur les enjeux à chaque étape de l'année scolaire et sur les développements du programme à venir. Et on est en train de développer une nouvelle collection de ressources imprimées ou imprimables directement en PDF pour accompagner son enfant à chaque étape. Donc, je reviens rapidement sur les principes de construction. Je regarde l'heure, on a encore un petit peu de temps. On s'est dit qu'on construisait brique par brique en 4 ans, donc entre 2022 et 2026, sur ce qu'on a appelé des terrains d'avenir, où en gros on travaille avec des usagers, on définit avec eux leurs besoins, on leur propose des solutions, on les teste, on les améliore et ensuite on les propose à généralisation. On s'appuie en permanence sur des équipes de recherche. On décline, je vous l'ai dit, dans les différentes régions. Et donc, on a une gouvernance dans laquelle on inclut évidemment tous les acteurs. Donc, la gouvernance, elle est copilotée par le recteur de région académique et le président de la région. Et dans le comité d'orientation stratégique régionale, on inclut
d'autres acteurs que les acteurs de l'éducation nationale. Là, en l'occurrence, je vous ai mis le directeur diocésain, le DRAF, les associations de parents d'élèves, évidemment, les représentants du monde économique, donc aussi bien le MEDEF, la CPME, que les chambres de commerce et les chambres de métiers, des représentants des chefs d'établissement, des représentants des élèves et des étudiants, et puis des représentants des établissements d'enseignement supérieur du territoire. On a, ça fait partie ça fait partie du rectorat, mais on a aussi les DRAGES, hein, c'est-à-dire les directeurs régionaux à la jeunesse. Et puis, probablement, j'ai oublié certains acteurs. Et on a, on intègre aussi les porteurs des programmes d'investissement d'avenir sur l'orientation il y en a 14 dans 14 territoires qui font le lien sur le continuum entre le lycée et l'université. Donc, en termes de calendrier, on a sorti donc, ce site préfigurateur qui s'appelle avenironicep.fr, donc il est en HTTPS. Vous pouvez y accéder depuis onicep.fr, donc il n'y a aucune authentification. Vous y voyez, il est là, le site. Vous voyez qu'il y a à la fois des outils pour les élèves et des outils pour les enseignants. Vous y retrouverez le référentiel des compétences à s'orienter, puis vous y trouverez des actualités sur l'évolution d'avenir au fur et à mesure de l'année. On continue nos terrains d'avenir. En fait, on sort la plateforme en mars prochain parce qu'on va la bêta-tester dans un collège, un lycée général, un lycée techno et un CIO, au moins par académie, pour pouvoir affiner la plateforme. Et la plateforme sera ouverte à la rentrée 24 pour les élèves de la 5e à la terminale. Ensuite, à la rentrée 25, on aura les BTS et les prépas et les réaux. Et puis, on l'enrichira petit à petit. Et en 26, on sortira le portfolio du SUP, qui est déjà mis à disposition, mais qui, pour l'instant, n'est pas en version industrielle. On continuera à améliorer le service. Et puis, on sera en amélioration continue et en continuité de déploiement. Donc, notre vision à terme, c'est que chaque jeune puisse sortir du système éducatif muni des compétences à s'orienter, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, que cette éducation dotera le jeune d'un portfolio qui sera portable tout au long de sa vie, puisqu'il sera portable à le passeport de compétences du ministère du Travail, que le travail d'accompagnement par les enseignants et par les parents sera facilité, et que du coup, on pense que chaque jeune sera en capacité de repérer ce qui l'intéresse, d'anticiper les évolutions de l'emploi, de faire des choix éclairés, et puis de pouvoir mettre en avant sa singularité, ses spécificités dans ses candidatures, et de se mettre en condition de réussir dans les formations choisies. Donc voilà, voilà une description. Je vous ai mis dans la présentation, mais je ne suis pas sûre que ce soit intéressant de revenir en détail. Là, vous avez plus de détails sur l'agenda qui montre comment ça fonctionne, mais comme vous pouvez récupérer après l'outil, je ne vais peut-être pas m'y attarder trop. Et je vous ai mis aussi dans la présentation toute une série d'informations sur nos ressources pédagogiques, sur la découverte des métiers, puisque c'est l'innovation en matière d'orientation au collège, avec une découverte des métiers qui est en cours de généralisation. Donc, vous avez ici le lien vers Réseau d'avenir, qui est notre banque de ressources éducatives sur l'orientation. Vous avez également toutes nos ressources pour la découverte des métiers et pour la rencontre avec le monde professionnel. Donc ça peut intéresser directement les enseignants ou les futurs enseignants qui nous suivent. Et puis, donc, quelques gros plans sur nos différents jeux sérieux. Parce que quand on fait de l'orientation avec des petits, c'est pas mal d'avoir des jeux. Sur notre collection qu'on a développée pendant la crise sanitaire pour que les jeunes puissent l'utiliser en autonomie, donc, qui s'appelle Mon orientation, je gère. Sur un autre outil qui s'appelle Les graines d'avenir, qui permet de regarder les idées reçues qu'on a sur les différents métiers. Sur les métiers animés, qui est un outil qui est destiné aux petits, où on a des présentations des fiches métiers, on a 70 qui sont présentées vraiment à la jeunesse, mais avec un kit pédagogique pour les enseignants pour accompagner.
le lien vers Onicep TV, et puis un dispositif qu'on a développé aussi pour pallier l'impossibilité de faire des stages de troisième pendant la crise sanitaire, qui s'appelle les métiers en direct, qui permet d'avoir des rencontres virtuelles avec des professionnels qui acceptent de parler aux élèves, avec un format spécial 5e, 4e, c'est un seul professionnel qui raconte son parcours et son métier pendant 45 minutes, et puis un format d'1 heure pour les élèves de 4e à la terminale, où là, il y a plusieurs professionnels en même temps. Et il suffit de s'inscrire en fait au métier qui intéresse sa classe et on arrive à tenir 3000 élèves en même temps. Et donc il y a tout un kit pour préparer et un kit pour débriefer et donc les élèves peuvent échanger avec des professionnels, ce qui peut être assez utile quand ils veulent découvrir des métiers qu'ils n'ont pas à proximité. Voilà, on a sorti notre nouvelle édition du Dico des métiers, qui est un très beau cadeau de Noël. Je vous recommande, il est tout rouge, comme le Père Noël. Et qui permet de regarder les métiers. Alors, c'est Indico, donc c'est des toutes petites entrées, hein, mais avec, qui partent des centres d'intérêt des enfants et avec tout un appareil intéressant. Et notamment, pour la première fois, on a inauguré le fait de faire un cahier d'activité. Donc, je pense que c'est un super cadeau parce que si en plus vous mettez un cahier de vacances avec pour les vacances de Noël, c'est exceptionnel. Qui permet de faire en famille ou entre amis ou tout seul une réflexion sur vers quel métier on aimerait s'orienter. Voilà, et puis on a un outil dont on est très heureux et qui est sur avenir.unicef.fr qui s'appelle JobDD, qui est tout un dispositif pour regarder comment est-ce qu'on peut travailler soit dans des emplois verdis, ou soit dans des emplois verts. Donc il y a vraiment tout un cheminement à avoir sur les métiers possibles qui permettent de contribuer à la biodiversité et à ne pas abîmer le climat. Et puis je finis par l'offre de formation de l'ONICEP, où il y a toute une série de formations qui sont alors sur la plateforme InSpace. Je ne suis pas sûre que les enseignants de l'enseignement catholique y aient accès. Mais on a en tout cas sur avenir.unicef.fr tous nos webinaires qui sont accessibles pour se former. Voilà, je dois finir, ouais, je suis C'est 2 minutes remarquable. d'avance, mais Au niveau voilà. du timing, c'est remarquable. Et au niveau du contenu, on a une foultitude de repères. Enfin, on m'a demandé si tout le monde aurait le diaporama. J'ai dit oui, et je crois que c'est vraiment nécessaire parce que c'est d'une densité remarquable. Voilà. Donc, on va un peu reprendre les questions. Il y avait effectivement, d'abord, j'allais dire, quand on terminait en présentiel, d'abord, on applaudissait. Hein. Donc, je le fais au nom de tout le monde. Voilà. Alors, pour revenir aux questions, et on va se relayer un peu sur les questions, mais il y avait effectivement la question de comment tout le monde va être formé à cette nouvelle plateforme. Vous avez dit qu'il y avait webinaire, il y avait tout ça, mais pour atteindre le fin fond des établissements un peu partout, quelle va être la démarche pour que tout le monde puisse se sentir concerné, etc. C'est ma première question. Alors, il y a 2 choses, hein. Il y a l'embarquement, comme disent mes équipes, et la formation. On a conçu Avenir comme ne nécessitant pas de formation. Hum. C'est-à-dire que l'outil est user-friendly, comme on dit en bon français, et comportera des tutos qui permettront d'embarquer chaque public en disant voilà ce que vous avez à disposition, voilà comment l'utiliser, et puis avec possibilité d'aller creuser des choses si on veut. Ça, c'est la première chose. Ceci étant, pour que ça fonctionne et que les gens soient au courant, ne serait-ce que ça, on a prévu tout un plan de sensibilisation. Euh, alors, là, je parle de l'éducation nationale, mais par exemple, j'ai eu une conférence avec l'ensemble, j'ai changé de ministère, j'ai l'agriculture, j'ai eu une conférence avec l'ensemble des DRAF pour leur présenter la programmation d'avenir il y a déjà 6 mois. Et j'en aurai d'autres pour leur présenter la façon dont ça va se passer. J'étais ce matin avec la conseillère sociale du ministre de l'Éducation nationale pour prévoir une multilatérale avec l'ensemble des syndicats pour pouvoir demander à chaque profession comment ils veulent qu'on vienne leur présenter les choses dans les académies.
Les recteurs sont au courant du programme depuis 2 ans, je leur en parle régulièrement. Et puis, à l'occasion de mes déplacements pour les comités d'orientation stratégique régionaux, je vais parler à l'ensemble des populations. Et donc, les parents d'élèves sont au courant, les élèves sont au courant à travers leurs représentants, etc., etc. Donc, on a prévu tout un programme de communication. Donc, par exemple, dans la lettre que la direction de la communication du ministère envoie tous les mois, il y a depuis le mois dernier des infos sur Avenir et chaque mois, on en donnera. Maintenant, on a prévu évidemment un plan national de formation, comme on sait bien le faire, et on a prévu un magistère. Donc, en ce qui concerne l'enseignement catholique, on est en discussion avec le SGAC, qui est très intéressé par l'avenir, et on mettra en place ce qu'il faudra comme formation. D'accord. Il y a un professeur qui demande comment être pilote ou comment son établissement pourrait être pilote. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions? Où est-ce qu'un documentaliste peut être pilote? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez pilote. De bêta-testeur, en fait, vous avez Ah. évoqué la possibilité d'être... Alors, je pense que la meilleure façon de faire, c'est de se signaler au DRAIO, parce qu'on travaille ça avec les DRAIO et on leur a demandé de trouver des établissements. Donc, si ça vous intéresse, vous écrivez au DRAIO ou au directeur territorial de l'ONICEP de votre académie. Vous pouvez aussi m'envoyer un message. Vous pourrez mettre mon mail, je ne l'ai pas mis sur la présentation, mais vous pouvez aussi envoyer un message en disant ça m'intéresse. On, je ne sais pas comment les DRAIO vont faire appel aux établissements pour bêta-tester, donc faites-vous connaître, et puis voilà, alors je ne sais pas dans quel établissement vous êtes, mais euh, faites-vous connaître à vos autorités qui remonteront vers nous. D'accord, je mettrai votre adresse. Est-ce que on va reprendre l'historique? Il y a une personne qui pose la question. Folios est un outil qui a été utilisé. Est-ce Ouais. on va intégrer le Oui. contenu? Oui, oui, alors d'abord, on s'est beaucoup fondé sur Folios, sur toutes les qualités de Folios pour les conserver. Donc, on a beaucoup discuté avec des utilisateurs de Folios. Ensuite, on s'engage à ce que les activités déjà enregistrées sur Folios soient versées vers le portfolio d'avenir, évidemment. Et il y avait la question, vous avez insisté dans la liste de ressources, et comment gérez-vous dans la plateforme les questions d'orientation des filles? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les pousse à changer, à Ouais, il faire y a un bouger les lavage. pourcentages? Il y a un lavage de cerveau dès qu'elle s'annonce comme fille. Euh, En fait, la question du lien entre le genre et les choix d'orientation, de même que la question du lien entre les origines sociales et les choix d'orientation, est une question qui nous préoccupe énormément et sur laquelle il y a beaucoup de recherches et qu'on intègre à l'ensemble de nos outils. On n'a pas, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais par exemple, on travaille avec l'École d'économie de Paris et en particulier avec le GIPAL, en fait, hein, qui est le laboratoire d'Esther Duflo, sur l'expérimentation d'un certain nombre de résultats de recherche pour donner plus d'ambition aux filles. On va regarder ce que ça donne, c'est-à-dire il y a des questions d'équité aussi. On ne peut pas donner un avantage aux filles. Par contre, il y a des informations qui vont faire bouger les filles. Je vous donne un exemple. Camille Terrier, qui est une chercheuse de, à la fois de PSE, mais aussi de la London School of Economics, je crois, ou alors, je ne sais plus où elle est, mais elle est en Angleterre. Elle s'est rendue compte dans ses recherches que si on dit à des élèves qui ont 16 de moyenne que leurs choix sont inférieurs en termes d'aspiration à ceux de la moyenne des gens qui ont, enfin, de l'ensemble des gens qui ont les mêmes notes qu'eux, ça peut leur donner confiance pour élargir leurs choix. Donc, en l'occurrence, les gens qui se sous-estiment sont les filles et les garçons issus des catégories socioprofessionnelles, enfin, de milieux sociaux défavorisés. Donc, on travaille à partir de ça pour essayer d'augmenter le niveau d'ambition. Mais on fait ça sur l'ensemble de nos outils. Donc, évidemment, ça sera complètement intégré à ce qu'on fait. Et on travaille avec notamment tous les chercheurs qui essayent de mettre en avant la moindre ambition des filles. Donc tout ça fait partie en fait de notre ADN.
Il y a une question un peu dans cet ordre d'idées de Sophie qui demande comment le mentorat va s'intégrer un petit peu dans en complément de cet outil, parce qu'en effet, on voit que l'outil va être très performant et très complet. Comment voyez-vous la place des professionnels de l'orientation et des personnes qui peuvent Alors, aussi accompagner le jeune? ouais, alors d'abord, les psychologues de l'éducation nationale, qui sont quand même les premiers professionnels de l'orientation, ont leur interface et on a commencé à travailler avec des groupes d'utilisateurs. Et donc, on leur met à disposition des outils qui sont intéressants pour eux. Par exemple, mine de rien, on met un lien direct pour prendre un rendez-vous avec son psychologue de l'éducation nationale. Et de l'autre côté, le psy-N, on intègre ça à son agenda. Donc, il peut mettre les plages pour tel établissement où il est là. Et bon, c'est un petit détail, mais bon. Donc, le lien avec les psy-N, il est fort. Ensuite, on est en discussion avec le collectif Mentorat pour mettre un lien vers leur plateforme Un jeune, un mentor. Pour l'instant, ils ne veulent pas forcément qu'on le mette pour tous les élèves parce qu'ils ne peuvent pas servir tout le monde. Donc, on va le mettre plutôt pour les élèves qui sont dans un besoin plus grand que les autres. Et donc, on le mettra plutôt pour les profs. Et on va caractériser pour les profs les élèves qui ont besoin d'un mentor. Et on les aidera à orienter vers le collectif mentorat les élèves qui ont besoin d'un mentor. Par ailleurs, on contribue à la formation des mentors, au moins de la FEB, sur le volet orientation, parce que quelqu'un qui est mentor ne connaît pas forcément les méthodes d'accompagnement à l'orientation. Voilà. Pour rebondir, je reviens et merci pour la présentation qui était évidemment très riche et qui montrait très bien le changement de positionnement de l'ONICEP et de passer le fait de produire des ressources, disons, au fait, et vous avez employé un terme qui était assez marquant, vous parliez de créer des situations. Ouais. Et de créer des situations, que vous faisiez le lien avec cette idée aussi de sérendipité, etc. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez sur le fait de travailler avec des publics spécifiques, notamment, vous disiez, bon, ça peut être les filles, ça peut être travailler sur une origine sociale. Vous avez aussi évoqué à plusieurs reprises le fait qu'en fonction des régions, les problématiques n'étaient pas exactement les mêmes, etc. Et donc, ouais, j'aurais bien aimé que vous reveniez sur cette idée que je trouvais très intéressante de créer. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous créer des situations? Ah, on a une ambition qui est que tous les acteurs qui sont en lien avec les jeunes soient au courant du programme et de son fonctionnement. Pour vous donner des exemples d'acteurs, c'est que là, je vous ai parlé de la façon dont on va embarquer les communautés éducatives, mais je suis en discussion là avec l'Union nationale des missions locales pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce qu'on fait. Et on est toujours en co-construction parce que sinon ça ne marche pas, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que quand un gamin pousse la porte de la mission locale, le conseiller de mission locale sache quoi faire compte tenu de là où en est le gamin sur Avenir. Et donc, le premier type de situation qu'on va créer, alors on fait la même chose avec Info Jeune France, donc pareil, quand un môme se retrouve face à un conseiller jeunesse, qui parfois vient directement dans l'établissement d'ailleurs, hein, pareil on travaille avec le ministère des Sports sur les éducateurs jeunesse, pareil avec le ministère de la Culture sur les enseignants des activités culturelles, mais également on travaille avec l'aide sociale à l'enfance, par exemple, où on demande pareil aux éducateurs de quoi vous avez besoin pour accompagner les jeunes. Et l'idée des situations, c'est que on veut provoquer le plus de situations possibles qui permettront aux jeunes de devenir réflexifs par rapport à qui il est et ce qui lui fait plaisir. Et donc ça, on ne peut pas le commander. On peut proposer des situations pédagogiques, donc c'est ce qu'on fait dans nos outils pédagogiques, mais ce qui va permettre à un éducateur sportif, par exemple, de faire remarquer à un gamin que là, ce qu'il est en train de faire, c'est formidable, parce qu'il n'a pas abandonné, alors qu'il devait préparer un contrôle et que vraiment, je sais pas, il a été blessé, et que ça, c'est des choses que font naturellement les acteurs, mais qu'ils ne mettent pas forcément dans le même registre de vocabulaire. Ce qui fait que le gamin qui n'est pas attentif, il va louper plein de signaux faibles. Donc, en formant d'un côté le môme et de l'autre côté en signalant et en sensibilisant l'ensemble des adultes que ça serait intéressant qu'on ait un vocabulaire partagé
et qu'on puisse tous ensemble dire à un môme, regarde ce que tu viens de faire là, c'est formidable. Parce que l'idée, c'est aussi d'augmenter la confiance en soi et l'estime de soi pour contrebalancer l'impact qui est parfois très blessant des notes et du classement, etc. Et donc, que l'ensemble des acteurs, y compris les parents, soient sensibilisés à ça et donc simplement regardent autrement les situations de la vie quotidienne et fassent remarquer à un gamin que là, oui, vraiment, euh, c'est impressionnant. Et que ça, c'est une caractéristique et que par rapport à un autre jeune de son âge, c'est un truc beaucoup plus important pour lui. C'est ça, les situations. Donc en fait, on peut créer des situations pédagogiques. Donc on en crée. Enfin, voilà, on fait venir un professionnel dans la salle de classe et puis là, il va y avoir une petite lumière qui va s'allumer ou pas. Hein, ça varie beaucoup. Mais surtout, c'est comment est-ce qu'on regarde autrement la réalité. Moi, j'ai un petit exemple que j'aime bien utiliser, c'est que j'aimerais bien que les gamins, quand ils vont acheter le pain, ils regardent le boulanger autrement que uniquement comme la personne qui leur vend la baguette. C'est aussi quelqu'un qui s'est levé tôt, qui a fabriqué la baguette, qui éventuellement est propriétaire de sa boulangerie, qui a monté son business et qui gagne bien sa vie, et qui a la chance de voir l'effet sur ses clients de ce qu'il a créé. Donc il a un savoir-faire, il a un métier varié, qui a des contraintes horaires, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, moi je pense qu'il faut tout un quartier au moins ou tout un village pour faire changer le regard qu'on a sur le monde autour de soi et sur ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Voilà, c'est ça les Oui, situations. oui, Mais comment ça pourrait être rentré dans le portfolio, dans le porte de compétences? La personne qui le constate va Alors cliquer quelque part, ouais, technique. ça c'est une question extrêmement complexe, c'est que on a une grande peur qui est que l'orientation devienne une discipline comme les autres et qu'on puisse avoir aussi des mauvaises notes en orientation. Ouais, Et donc, la question de l'évaluation, on la repousse au plus tard possible, une fois qu'on aura vu un petit peu des expérimentations différentes. d'accord. On a une idée qui est celle de faire de l'évaluation à 360 degrés comme il y a sur LinkedIn. C'est-à-dire que les gens témoignent. Mm. Ils puissent dire, moi je peux témoigner que mon copain Antoine, il a fait ci, il a fait ça. Mm. Et vraiment, vu la façon dont j'ai compris telle et telle compétence, à mon avis, il devrait s'auto-positionner comme ça sur le référentiel des compétences du 21e siècle. Voilà. Donc, il pourrait demander à son moniteur de sport en lui disant, bon, maintenant tu peux marquer quelque chose. Oui, tu peux écrire quelque chose, ou alors le gamin pourrait l'écrire lui-même si le moniteur lui en a Ah. parlé. Mm. Mais ouais, on est en train de chercher des choses comme ça. ouais, donc on voit bien qu'on est sur une pédagogie beaucoup de l'ouverture d'esprit, Mm. de connaissance de soi et de Exactement. l'encouragement à vraiment bien découvrir ses talents, qui il est, ce qu'il Mm. aime faire, ce qu'il révolte Ouais, aussi, peut-être avec quand vous avez cité les exemples des développements durables, c'est peut-être ouais. aussi pour les plonger dans une meilleure connaissance du monde d'aujourd'hui et des enjeux. Oui, mais en tout cas, déjà être capable de ramener ça à soi, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui est important pour lui et pas pour ses copains, quoi. Mm. Mm. Alors, il y a quelqu'un qui disait que de plus en plus de jeunes souhaitent créer leur propre entreprise, leur propre emploi. Ouais. Est-ce que c'est pris en compte dans Bah la oui, oui, démarche? bah Oui, ça fait partie. Ça fait d'accord. partie des compétences, des métiers, etc. Et Oui, oui, notamment, on met l'accent je pense pas. dans la présentation des métiers, on met l'accent sur les différentes façons d'exercer un métier. Mm. Si je prends le métier de plombier, c'est pas pareil d'être plombier dans une grande entreprise, Mm. d'être à son compte, d'être chef d'entreprise soi-même, ou d'être à 3-4, quoi. Hein. Vous aviez parlé d'associations qui, en gros, étaient intégrées à tout ce parcours. Est-ce que vous avez des exemples de ce qu'elles proposent? Ah bah, ouais, enfin, vous savez, les associations avec qui on a signé, vous avez par exemple Job IRL qui propose des stages ou des mises en relation avec des professionnels, vous avez Oui, la FEV ouais, ouais. qui a toute une série d'actions, on a Article 1 qui met en relation avec des étudiants, on a Chemin d'avenir qui propose de s'occuper plus spécifiquement des jeunes dans la ruralité, Mm. il y a Bon. aussi des petites associations académiques, enfin, c'est toute une série d'éléments, ouais. Et c'est pas fermé, ça peut être encore ouvert ou c'est pour l'instant. Ah ouais, non, oui, bien sûr, ça peut être Ah, encore ouvert. Faut signer la charte. d'accord. Donc là, vous en avez 30, c'est ça? On est une trentaine, là, ouais.
une trentaine. Comment il y avait des petites questions toutes simples. Si un gamin change d'académie, Ah oui, bien sûr. c'est personnel, hein. Oui, Donc ça le suit, il n'y a pas de bien problème. sûr. Qu'est-ce que j'avais vu comme petite question? Je crois que la présentation était tellement claire que La liste des associations, vous la trouverez sur avenir.unicef.fr parce qu'on va y mettre la charte, on l'a signée la semaine dernière, donc elle n'y est pas encore, on va la mettre avec la liste des associations. Et donc en fait, ce qu'on a fait avec les associations, c'est que ça fait 18 mois qu'on travaille avec elles. On leur a dit, voilà, il va y avoir Avenir, vous avez développé plein de trucs, vous avez chacune vos spécificités, on va réfléchir ensemble à comment on travaille ensemble à partir du moment où il y aura Avenir. Donc celles qui ont développé leur plateforme, de deux choses l'une, soit elles arrêtent de la développer parce que c'est pas la peine, soit on fera des liens avec leur plateforme quand elles apportent des choses particulières. Alors, moi, j'avais... École Direct, c'est le nom de, parce que je vois là en Oui, question, oui, oui. l'accès à la plateforme via École Direct, c'est le nom de l'ENT de quoi? oui, d'un établissement. Donc, ça, l'équivalent de Pronote, par exemple. Ouais. Donc, Euh, l'accès à l'information pour la communauté éducative. oui, normalement, on s'accordera avec l'ensemble des outils de vie de classe, hein. Oui. Donc, D'accord. Donc, l'enjeu, ça va être quand même pour les enseignants ou les professionnels, c'est de s'emparer un peu de l'outil avant, parce que vous annoncez en septembre ou non, ce sera tout le monde en même Non, temps. non, non, de C'est toute comme ça façon, intuitif. non, c'est pas ça, mais c'est comme toujours quand on est prof, on va regarder les outils avant, puis les élèves, ils vont plus vite que nous, de toute façon. Et puis ça va arriver progressivement dans l'année. On n'est pas obligé de faire des séances d'orientation le 1er septembre non plus. Non, non, non. et c'est bien d'en parler en décembre. Oui, C'est le moment. ça dépend en quelle classe. Ça peut être bien d'en parler avant. Oui, parce que vous avez parlé de trajectoire et j'aime bien cette idée-là de trajectoire parce qu'on voit bien que il y a de l'ordre de la réflexion personnelle, de prendre connaissance de tout de toute l'offre sur le marché et puis progressivement de dessiner pas à pas. Et l'orientation, c'est pas une décision définitive à tout jamais, ça sera plein de points d'étape. Oui, et puis surtout, on peut changer d'avis, quoi. Heureusement. Ouais, je confirme. Alors, vous avez dit que ça serait très simple et il y a quelqu'un qui dit est-ce que vous évitez en gros le problème de Parcoursup qui est très riche mais qui, pour finir, paraît très compliqué aux élèves et aux parents. Là, cette plateforme sera beaucoup plus facile. J'ajoute une question à ça, et parce que vous avez pas mal insisté là-dessus dans votre présentation, la manière dont vous co-construisez, hein, ce dispositif avec beaucoup d'acteurs. Et vous avez mentionné au début de votre présentation aussi, mais assez rapidement, l'existence d'un laboratoire d'innovation publique sur Ouais. l'orientation. Mm. Et donc, je me demandais quel rôle aussi ça jouait parce que j'imagine évidemment que l'idée d'éviter l'effet de la grosse plateforme qui est incompréhensible, etc., on voit que c'est au centre de vos préoccupations, mais c'est comment vous faites pour éviter ça, quoi. Mm. Le labor, il nous aide à développer des processus d'innovation, mais je me permets de m'inscrire en faux sur ce que vous dites. Parcoursup n'est pas du tout compliqué. Ah, Ce qu'il a de riche, c'est qu'il porte 22 000 formations. C'est ça le problème de Parcoursup. C'est que ça vous ouvre un univers incommensurable. mm. Donc ça, on ne va pas supprimer des formations pour les élèves de terminale. En revanche, une des particularités de- d'avenir, c'est que on ne donne pas toute l'information tout le temps. Mm. On pousse l'information utile au moment où on est l'élève dans son parcours. Euh, on est en train de travailler avec l'équipe de Parcoursup à l'un des outils qu'on posera sur Avenir, qui est un outil qui utilise les données de Parcoursup pour suggérer un élargissement des choix de formation. C'est-à-dire que vous arrivez sur Parcoursup en terminale, vous avez réfléchi que vous voulez faire, je ne sais pas moi, on va dire des sciences politiques. Et donc, vous connaissez Sciences Po Paris, vous connaissez peut-être un Sciences Po à Lille ou à Aix.
mais vous avez beaucoup de mal à vous repérer dans les doubles formations, les doubles licences de Sciences Po quelque chose, et voire dans les licences de sciences politiques ailleurs. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de dire à un élève, vu ton profil, tu devrais présenter tel Sciences Po que tu n'as pas mis, parce que il est mieux classé que ceux que tu as mis, et tu as le niveau. Les gens qui avaient ton niveau l'année dernière, ils ont été pris. Ça veut pas dire que tu seras pris, mais on te conseille de le présenter. Ça, c'est une idée. Et puis, tu n'as pas pris assez de sécurité. Donc, prends quand même telle licence qui est drôlement intéressante, mais où le taux de pression est moins fort. Et puis, tu n'as pas repéré qu'il y avait des licences qui s'appellent les licences de sciences sociales, qui reprennent les matières que tu avais et qui pourraient peut-être t'intéresser. Va regarder ce que c'est. C'est pas on va t'inscrire, mais c'est va regarder ce que c'est parce que tu n'as pas pensé à aller regarder. Donc Tu ça, vois ce c'est que un je veux dire? gros plus par rapport à Parcoursup. Bah, oui, mais enfin, Parcoursup est une plateforme d'affectation, c'est pas une plateforme Oui, d'orientation. oui. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que Avenir, c'est pas notre site onicep.fr, il n'y a pas tout dessus. Mm. Il y a des outils et on va aller mobiliser l'information fiable de l'ONICEP à l'intérieur des outils. Voilà. Et l'accompagnement des enseignants, je pense que c'est toujours bien d'investir sur la formation des enseignants, mais aucun être humain ne peut connaître tous les Mm. métiers et tous les univers de formation. Aucun. Donc, c'est pour ça que c'est utile d'avoir du numérique, pour le coup. Et on aura de l'IA, Non. On a besoin des deux, bien sûr. d'une approche humaine et d'une approche Mm. informatique. Ouais, ok, les formations à l'accompagnement, oui, bien sûr, mais ça, c'est un choix de politique publique. C'est-à-dire, est-ce que c'est aux profs d'accompagner ou est-ce qu'il faut avoir plus d'accompagnateurs? Est-ce que c'est plus de psychologues de l'éducation nationale? Est-ce que c'est plus d'autres personnes? Ça, c'est un choix de politique publique. C'est sûr qu'il faut plus d'êtres humains pour accompagner les enfants. Ça, c'est Oui, sûr. parce qu'il n'y a pas de psychologue dans tous les établissements scolaires. Normalement, si. Mais avec des vacations parfois assez réduites. Mm. Euh, alors, identifier les élèves qui décrochent, non, on n'a pas, un mec de Moscou qui identifie les élèves qui décrochent. En revanche, on peut mettre des informations pour les profs sur les signes avant-coureurs du décrochage et proposer des dispositifs ou de mettre en lien avec les acteurs qui proposent des dispositifs. Parce que effectivement, on se dit en sixième, ils vont commencer, ça va être assez ludique. Comment entretenir, enfin, le fait que tout au cours de leur carrière scolaire, régulièrement, ils y reviennent. Il y a des systèmes de sollicitation, de. Ah, mais c'est appuyé, non, non, mais c'est appuyé sur les heures dédiées à l'orientation, hein. Mm. C'est piloté par le chef d'établissement. Si le chef d'établissement n'utilise pas les heures dédiées à l'orientation, ben, on peut, on peut toujours faire une séance avec le prof doc au CDI avec les élèves, mais si c'est pas piloté, s'il n'y a pas de volonté de l'équipe enseignante Oui, d'utiliser, ça sert à rien. oui, oui, mais en même temps, les élèves peuvent y aller eux-mêmes quand Ah, ils les veulent. élèves peuvent y aller eux-mêmes, bien sûr. Voilà, donc il y a ceux qui vont y aller beaucoup, et il y a ceux qu'il va falloir stimuler, quoi. Ouais, oui, c'est les jeunes, hein. C'est comme Ouais. ça. C'est pas le cas. Et l'outil Ikigai, c'est à partir de quel niveau? Seconde, première? Parce que Ah non, ça. non, non, c'est l'outil qui est à la base de ce qu'on fait, donc c'est ce qu'on utilise D'accord. dès dès la cinquième. Oui, oui, il y aura de l'IA, mais pas trop, parce qu'il faut une IA qui respecte l'évolution forte des adolescents, donc on ne peut pas s'appuyer sur des traces du passé. Donc c'est un peu compliqué, mais oui, il y en aura, bien sûr. Surtout, on va générer beaucoup de données et beaucoup d'informations sur ce qui a un impact ou pas, et donc avec ça, on pourra mettre de l'IA. Il y aura une espèce de compte-rendu régulier de l'évolution de la plateforme. Non, ça, c'est interne à l'ONICEP. Non, je pense qu'il y aura, il y aura une communication régulière, oui, sur son évolution, oui, vis-à-vis des différentes populations qui l'utilisent.
Bien, écoutez, je pense que les questions, voilà, je Et pense des qu'on a... commentaires très positifs sur un exposé très clair, très riche. Alors, il y a quelqu'un, comment éviter les biais? Bah, c'est le cœur de notre métier d'éviter les biais. Donc, c'est pour ça qu'on fait très attention avec l'IA, parce que l'IA, elle reproduit les biais des gens qui l'ont nourri. Donc, ça ne peut pas être une IA qui va chercher sur Internet. Et ça doit être, on doit être extrêmement attentif. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des chercheurs. C'était très intéressant que vous nous donniez toute l'équipe de recherche avec laquelle vous travaillez et de connaître cette diversité et qui est un philosophe en fait. Je vous mets mon email dans le. D'accord, mettez votre email dans le Oui, chat et après on le remettra. Non, après on le remettra pas. C'est pour ceux qui étaient là parce que c'est vrai que tous les gens inscrits vont recevoir votre présentation, la liste de ressources remarquables, etc. Vous pouvez aussi me demander sur LinkedIn, comme ça vous avez, la communication sur les évolutions d'avenir au fur et à mesure. D'accord. Donc, on va conseiller d'aller sur LinkedIn. OK. Mm. En tout cas, merci merci. énormément, hein, vraiment d'une précision et d'une clarté et en même temps d'une ambition. Voilà. Donc, on va. Oui, ben, il vaut mieux être ambitieux quand on a affaire à la jeunesse. Ouais. Avec un tel programme qui s'intitule Avenir, avec un S. Mm. Donc on a bien compris que voilà, c'était l'année du lancement va être passionnante. Parfait. Bravo, merci à Merci vous. beaucoup. Voilà. Oui, vous pouvez partager la présentation, mais je pense qu'il y a des outils de communication sur le site avenir.onisa.fr aussi, donc Ouais. vous pouvez aller voir, sur le site. Merci à vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Au revoir. Infiniment. On a hâte de découvrir. Merci. Je vous enverrai le chat et l'enregistrement, comme ça vous l'avez dans vos stocks. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Je coupe. Maintenant, Ouais, je laisse la série des merci. Merci beaucoup. ouais, c'est toujours agréable. Comme ça, je vais lui envoyer. Elle doit s'en douter. C'est quelqu'un qui est habitué. Oui, oui, oui. Ouais, c'était très, très bien mené, et Super pro. Enfin, ouais. là. Bon, bah, écoute, je dis bonsoir et j'ai Et à l'enregistrement. bientôt, Anne-Marie. À Merci. bientôt. Merci, hein. Au revoir. Merci.